On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de persévérance scolaire et d'une plateforme web qui permet aux jeunes d'être en lien avec des mentors. Donc, c'est un cyber-mentorat sur le web. Donc, si vos jeunes ont entre 14 et 30 ans et veulent s'orienter dans la vie, on peut les mettre en communication avec des gens qui sont détenteurs d'une profession ou d'un métier. Mais d'abord, faisons un peu le bilan 2013, également les enjeux 2014 de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean qui, au jour le jour, est confrontée, bien sûr, au phénomène de la pauvreté. On répète souvent la même phrase après les fêtes parce qu'avant le temps des fêtes, évidemment, on parle beaucoup de la guignole, les Saint-Vincent-de-Paul et tout ça, mais il y a aussi un après-fête et ça dure à longueur d'année. Puis c'est l'heure aussi de tracer le bilan, parler des enjeux pour la prochaine année. Bref, on fait le tour de la question avec la directrice générale de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, Nathalie Mercier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Évidemment, la guignolée n'arrange pas tout. Ça arrange les paniers de Noël, mais ça dure malheureusement que quelques semaines. On est au retour des fêtes. Vous aviez lancé votre campagne de financement tout juste avant. On est à la fin janvier, début février. Maintenant, quel est le bilan qu'on peut tracer? Bien, si on regarde financièrement, on n'est pas loin de la moitié de notre objectif financier annuel. On est rendu à 250 000 sur un objectif de 450 000. Alors, c'est encourageant, sauf que les majeurs sont pas mal passés. Il nous reste quelques activités encore à venir, entre autres le Club des 100, dont la relance se faisait en février. On a aussi le concert des Enchanteurs, qui était anciennement le Chœur à Neuf, qui revient cette année au mois de mars, avec 9 voix masculines. Notre deuxième sollicitation postale qui va être envoyée au mois d'avril, Festin de fruits de mer, 3e édition au mois de mai, et le golf de Gilles Pinard, 8e édition, et également au mois de mai. Alors, on estime peut-être une entrée d'argent entre 140 et 150 000 à venir, qui va s'additionner aux 250 000. Si tu comptes contre moi, il manque encore un 50 000, que là, on fait toujours nos prières, qu'on espère que le comptoir vestimentaire va atteindre son objectif, mais on ne se l'était pas fixé pour la première année. On voulait que la première année, le comptoir rencontre ses obligations au moins minimalement. Bon. Est-ce que c'est quand même fidèle aux projections qu'on avait fait auparavant? Est-ce qu'il y a certaines activités qui ont peut-être rapporté moins qu'on pensait ou d'autres plus qu'on pensait jusqu'à présent? C'est assez égal si je les compare aux années précédentes. La sollicitation postale a déjà 10 000 de plus que l'an passé, fait que c'est très, très bien. Pour le reste, ça s'équivaut. L'argent qu'on ramasse à la guignolée, parce que la guignolée, oui, les gens donnent des denrées, on fait des paniers, mais les gens donnent également de l'argent sonnant. On a récolté combien en dons avec la guignolée cette année? La guignolée, c'est 22 000 cette année. 22 000 ce qui n'est pas énorme, parce que premièrement, on a acheté pour à peu près 30 000 de denrées pour fabriquer les paniers. Déjà, donc, on est déficitaire. Parce que les gens, bien qu'ils soient très généreux à la guignolée, ça ne suffit pas pour faire les 1000 paniers de Noël. Il faut acheter encore. OK, vous achetez d'autres nourritures pour compléter les paniers. Oui, malheureusement, oui. Pour avoir des paniers complets et qui se ressemblent, parce que si on travaillerait juste avec ce qu'on reçoit, malheureusement, les paniers ne seraient pas égaux pour tous. Bon. Quand on dit un objectif de 450 000 pour la campagne de financement, est-ce à dire que vous avez aussi pour 450 000 de dépenses? Non. Non. De dépenses, je dirais qu'on est autour de 300 350 000. Mais à chaque année, on a toujours des projets. Cette année, on a acheté le camion. On a ouvert le comptoir vestimentaire. Donc, il nous faut garder un coussin pour voir venir ou avoir des nouveaux projets ou éventuellement l'objectif vraiment le plus ciblé d'augmenter la valeur des barèmes, donc de l'aide qu'on donne aux gens. Bon, parce qu'en ce moment, est-ce qu'on est toujours dans une séquence où on aide, dans le fond, vos usagers à raison d'une fois par 2 mois? C'est ça. Donc ça, c'est toujours la même chose? C'est toujours la même chose. Concurrence de 63 $ par personne. On ajoute un petit montant pour les enfants selon l'âge. Donc, c'est pas énorme. C'est sûr que ce 63 $-là, il n'y a pas l'équivalent en épicerie. Là. Si on prenait le panier qui est fait,
Les gens en auraient peut-être pour le double, là, 100 ou 120 en épicerie, là. Parce que nous, on achète au prix du gros. On achète en grosse quantité une fois par année, en septembre, et on entrepose tous nos cannages pour avoir les meilleurs prix possibles et pouvoir donner le plus de variété possible. Donc, pour une personne seule, à chaque 2 mois, vous donnez l'équivalent de combien en nourriture? Physiquement, dans nos critères, on parle de 63 $, mais si on faisait une comparaison en épicerie, ce serait peut-être de 100 $. 100 $. Aux Et si 2 la mois. personne, donc s'il s'agit d'un couple ou avec des enfants, là, ça monte un peu plus? Oui. Alors, pour un couple, on va ajouter un 30 $ pour la deuxième personne, la deuxième adulte. Et ensuite, on ajoute là, 10 $ selon l'âge des enfants ou 15 $ quand c'est les adolescents. Bon, on sait évidemment ce que ça coûte aujourd'hui, faire l'épicerie. Donc, quand bien même on nous donne l'équivalent de 100 ou même 150 $ par 2 mois, c'est pas énorme. Je sais qu'il y a d'autres organisations, ici même sur le territoire ou ailleurs, qui réussissent à avoir une fréquence de donation qui est d'à peu près quoi, une fois par mois, je pense, là? Peut-être dans le cas de Saint-Luc ou d'Iberville, je ne me rappelle pas. Là, mais... Saint-Luc, qui ont réduit un peu aussi leur dépannage, là, parce que eux aussi, la clientèle grossit, malheureusement. Ils ont pris une partie de notre secteur névralgique, donc ils ont plus de demandes. Ils doivent être plus... aller plus tranquillement dans la gestion là, de ce qui est redonné. Pour les autres secteurs, là, je ne pourrais pas m'avancer, mais je pense qu'on suit pas mal tous le même rythme. Évidemment, il y a certaines activités qui sont à venir. Ça, c'est le bilan des entrées futures, des entrées d'argent. Maintenant, au niveau de la clientèle, je sais que pendant un certain nombre d'années, à chaque fois qu'on se voyait, il y avait toujours une augmentation de la clientèle. Là, est-ce que la clientèle s'est relativement stabilisée? Là? Depuis l'an passé, il y a une stabilité. Par contre, c'est pas parce que les demandes n'ont pas haussé. Au contraire, on a toujours autant de demandes et sinon plus. C'est qu'on refuse de plus en plus de gens, malheureusement. Et là, vous y allez par des critères? Oui. On a décidé de mettre des critères au niveau des dépenses. Donc, les gens qui nous présentent des bilans de leur budget là, déficitaire à cause des cartes de crédit ou parce qu'ils fument ou parce qu'ils consomment, ce n'est plus considéré, malheureusement. On a limité aussi tout ce qui est Internet, téléphonie à 100 $ par mois. Donc, si la personne a un compte de dépenses de 140 $, bon, on va en considérer seulement que 100 $. Les voitures, l'essence, on en prend moins qu'on en prenait. Donc, les gens doivent vraiment démontrer... Qui ont tout coupé, tout ce qu'ils pouvaient. Qui ont coupé tout ce qu'ils pouvaient et pour prouver leur état de nécessité, dans le fond, c'est ça? Oui. C'est un travail qui est plus difficile parce que là, on dit non. D'aider les gens, c'est gratifiant, ça nous fait du bien. Mais quand on les refuse, qu'on voit la détresse dans le visage de ces gens-là, puis là, ils disent « vous étiez mon dernier recours », ça fait mal. Vous avez combien, dans le fond, de clients actuellement? D'usagers, on parle d'environ 3 000, dont 850 enfants. Donc, 3 000 personnes. Oui. Et là-dedans, on exclut, dans le fond, il y avait une portion du quartier Normandie que vous avez redonné aux gens de Saint-Luc, c'est ça? Non, c'est 4 rues du quartier Normandie. 4 rues? 4 rues. Mais 4 rues qui représentent combien de personnes pour vous? Je pense que ça tournait autour de 120 dossiers. OK, c'est 120 dossiers que vous avez donnés à Saint-Luc, là? Oui. Les secteurs, la rue Contant, le Sieur, Bonneau, là, c'est en arrière du Canadian Tire. Le reste, ça reste encore dans notre cours. Il y a aussi un nouveau phénomène, on le voit beaucoup à Montréal, mais évidemment, l'étalement urbain commence à faire son œuvre, c'est l'itinérance. Même il y a quelques semaines, l'ex-maire de Saint-Jean, Miroslav Smereka, s'est même présenté au conseil. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu pour questionner le nouveau maire, le nouveau conseil. Et M. Smereka, et même on l'a reçu en entrevue ici, nous parlait, il dit il faut parler de l'itinérance. Et pourtant, le premier raisonnement qu'on a, c'est ben non, il n'y a pas d'itinérants à Saint-Jean. Il y a des gens pauvres, des gens qui restent dans des maisons de chambre, mais il n'y a pas d'itinérance. Or, il semble maintenant que c'est plutôt le contraire. Il y a de l'itinérance à Saint-Jean. Il y a de l'itinérance. Depuis 2 semaines, on a géré 2 cas. Des gens, dont un qui a reçu une sentence de libération du palais de justice avec interdiction de rentrer dans sa municipalité. Et c'est l'agent de probation qui m'a téléphoné pour dire, bien, monsieur, il est sur le trottoir, sans manteau, sans bottes, parce qu'il est sorti de la prison,
avec une sentence de libération. Il n'y a pas de papier, pas d'argent. Puis, il faut lui trouver à coucher ce soir. Et vous faites quoi? On patine. On fait des stepettes, puis on patine. Puis d'ailleurs, il faut remercier, là, dans les deux cas, j'ai eu beaucoup de support du Centre d'action bénévole d'Iberville par le biais de Mélanie Dufresne, qui n'a pas hésité de se retrousser les manches avec moi pour trouver des solutions. On a eu un autre cas aujourd'hui, une jeune fille, par des maladresses, qui s'est fait couper son aide sociale et qui s'est retrouvée à squatter cette nuit des entrées de blocs appartements et tout ça, qui est venu se réchauffer dans nos locaux ce matin. Et grâce encore une fois à Mélanie, service de police, le CLSC, on a trouvé des arrangements. Parce que c'est bien beau les héberger, mais c'est quoi, quelle est la situation qui les a menés dans cette position-là? Et c'est là qu'il faut aller réparer ou travailler le problème. Cette dame-là, même si on lui trouve de l'hébergement temporaire d'une semaine... Elle n'a même pas les revenus suffisants pour payer le loyer, là. Non, elle ne les aura jamais, là, tant que la situation ne sera pas corrigée. Donc, il y a plein de gens qui ont travaillé dans le dossier. Aujourd'hui, on a passé pas mal toute la journée à c'est quoi les alternatives? Je veux dire, on s'en va squatter dans les locaux de l'urgence à l'hôpital? On cogne au poste de police? Ça, c'est 24 heures. C'est 24 heures. Dans 24 heures, on remet le problème sur la rue. Il n'est pas réglé. Donc, la semaine passée, il faisait moins 30. Il fallait réagir vite. Aujourd'hui, je l'ai fait manger. Elle s'est réchauffée, s'est lavée un peu. Ensuite, j'ai été obligée de la remettre sur la rue. Puis, je lui ai dit, bien, tu reviens dans 3/4 d'heure pour qu'on puisse continuer à faire cheminer le dossier. Je n'ai pas de salle d'attente comme telle. C'est une épicerie. Donc, on a réussi là, à 3 heures, finalement, à boucler la boucle, là, mais... C'est un début. Quoi, on trouve des endroits pour les héberger? Oui, on a trouvé un hébergement temporaire. On a trouvé une ressource pour payer le taxi pour l'amener jusqu'à cette ressource-là, parce que la personne était vraiment tout nue, là. On lui a trouvé des vêtements, on l'a fait déjeuner, dîner. Il y a un intervenant qui l'a accompagné pour régler un peu le problème de l'aide sociale, pour remettre certains dossiers en règle. Là, on va faire des démarches aussi qu'elle puisse se procurer sa carte d'assurance maladie pour avoir des soins, obtenir les médicaments qu'elle a besoin. Alors, ça dépasse un peu le mandat de la Banque alimentaire. Mais c'est ça, mais ça atterrit dans votre cours quand même. Oui, parce que les gens savent pas où se tourner. Bon, mais ça d'ailleurs, c'est un peu la preuve. Donc, on le répète, là, il y a plusieurs activités bénéfices donc à venir. On parlait d'un concert, le tournoi de golf, les fruits de mer, sollicitations postales, bref. Puis on rappelle qu'on n'est pas subventionné. Hein? Les gens le croient qu'on reçoit des dons du gouvernement. On n'en reçoit pas. On a une petite contribution de la Ville qui couvre surtout les frais de loyer de où on est placé. Mais pour le reste, c'est pas un don là, qui nous permet de faire manger ces 3000 personnes-là par le biais de 10 000 dépannages alimentaires par année. C'est clair. Nathalie Mercier, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, puisque un petit peu plus tard dans cette émission, on va vous parler des bourses accroche-cœur. Parlons maintenant de persévérance scolaire. Vous savez, chaque année, on en parle de plus en plus. Il y a des activités un peu partout sur le territoire ici même de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. D'ailleurs, tout prochainement, on va faire le lancement des bourses accroche-cœur à la polyvalente Chanoine-Armorasco. Pour en discuter avec nous, Marie Rouleau, qui est agente de développement pour la Montérégie pour Academos Cyber Mentorat. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Question toute simple à prime abord. Qu'est-ce que c'est Academos Cyber Mentorat? Alors, Academos, c'est un site Internet, c'est une plateforme web qui permet à des jeunes de 14 à 30 ans de communiquer avec des gens qui font le métier, qui veulent faire, qui les intéresse, qui les rend curieux. Alors, de façon à avoir l'heure juste sur le métier, de connaître les avantages, les désavantages, ce que ça prend pour faire ça, puis faire un choix de carrière éclairé finalement.
Donc, dans le fond, on les met en lien avec des gens qui font le métier, c'est ça? Oui, et tout se passe par la plateforme web d'Academos. Donc, tout se passe par courriel. Le jeune peut communiquer avec quelqu'un. Tous les métiers sont représentés. On a 2600 mentors à travers le Québec. Donc, le jeune qui veut devenir avocat peut communiquer, par exemple, avec un avocat, lui poser des questions, se faire une tête sur le type de droit, par exemple, qu'il va faire, sur ce que ça prend comme qualité et tout ça. En fait, poser des questions comme si cette personne-là était son oncle, son voisin, son cousin, puis on n'a pas la chance nécessairement d'avoir quelqu'un qui fait le métier qu'on veut faire à côté de chez nous. Là. Quel est l'historique de Academos? Academos existe depuis 12 ans. Donc, a été créé par Catherine Légaré, donc qui faisait sa thèse de doctorat sur le mentorat en cheminement professionnel. Et bon, graduellement, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et là, on est à travers le Québec. On est 20 personnes qui travaillons pour l'organisme à travers toutes les régions économiques. Moi, je suis pour la Montérégie, mais il y en a dans chacune des régions administratives du Québec. C'est ça, on est dans la moitié des écoles secondaires du Québec. Et il y a 51 000 jeunes là, qui peuvent bénéficier là, des services gratuits d'Academos actuellement. Comment votre organisation arrive-t-elle à se financer? Est-ce que le ministère de l'Éducation ou d'autres types? Non, c'est pas le ministère de l'Éducation. Privé, je sais pas. Bien, en fait, c'est issu surtout d'un financement du secrétariat d'action à la jeunesse. Et de plus en plus, on va chercher des partenariats d'organismes ou d'entreprises privées qui veulent se servir d'Academos comme une plateforme de visibilité parce qu'on est partout, avec les jeunes et tout ça. Donc, se servent de nous là, pour être visibles au niveau de leur entreprise et tout ça. Et il y a beaucoup aussi d'associations, d'ordre professionnels qui ont besoin de relève, donc qui font un partenariat avec Academos, là, donc de plus en plus. Bon. Nous, ici, en tout cas, dans la région, on remarque depuis quelques années, la commission scolaire fait beaucoup d'efforts avec la zone pro-études. Après ça, les colloques orientants dans les écoles polyvalentes secondaires et tout ça. Moi-même, j'ai déjà participé pour aller rencontrer les jeunes et tout ça. Mais je ne connaissais pas la plateforme web. Évidemment, si ça existe depuis 12 ans, je ne sais pas, il faudrait que je fasse le test ce soir en arrivant à la maison. J'ai des jumeaux de 17 ans qui sont en secondaire 5. Si je leur dis Academos, est-ce qu'ils vont savoir c'est quoi? Quelle école ils vont? À Joséphine d'Endurant. Oui, oui, ouais. Oui, sûrement. À Joséphine d'Endurant, Academos est très présent. Puis en passant, je vous encourage à être cybermentor. On a beaucoup besoin d'animateurs. Ça, c'est l'autre question, parce que vous dites que vous avez, dans le fond, 2600 métiers de représentés. C'est donc que vous avez 2600 mentors ou... On n'a pas 2600 métiers différents. On a 2600 mentors. Comme, par exemple, le vétérinaire, on peut en avoir 5. Bon, animateurs, on n'en a pas tant que ça. Animateurs, journalistes... Non, on n'en a pas tant que ça, là, mais on en a peut-être 2 ou 3. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs mentors qui font le même métier, mais toujours avec des facettes différentes. Alors, c'est intéressant pour les jeunes. Bon. Donc, c'est une plateforme et quoi, les jeunes, dans le fond, peuvent y aller autant de fois qu'ils veulent? Oui. Ils doivent s'inscrire, créer un profil? Non, ils ne créent pas de profil parce que tout est confidentiel. Tout le monde fonctionne par pseudonyme là, sur Academos. Le mentor, lui, crée son profil et le jeune s'inscrit, bon, d'une façon très simple. Et là, il va avoir accès à Academos jusqu'à ses 30 ans. Donc, actuellement, il peut être en exploration, faire 1 ou 2 questionnements avec un mentor, puis dans 2-3 ans, moi, aller plus profondément. Ça, c'est l'autre aspect intéressant, le 14-30 ans. Parce que moi, je le vis en ce moment, des jeunes de 17 ans, je l'ai vécu il y a quelques années avec la grande fille. C'est difficile de mettre une certaine pression sur nos enfants pour leur dire, là, tu finis le secondaire, il faut que tu te décides, là, dans quoi tu t'en vas. Puis là, des fois, on se dit, ça n'a pas de sens, ils ont 17 ans, puis là, on les force à faire des choix, puis ils ne savent pas, ou des fois, ils savent, mais... Et on le voit dans d'autres occasions où ils changent de branche en cours de route. Là. Je veux dire, combien de gens rentrent au cégep dans tel domaine? Le tiers des jeunes. C'est le tiers, puis ils finissent dans d'autres choses. Oui. Où il y en a qui s'en vont au cégep pour se rendre compte finalement qu'ils sont très bons manuellement puis ils préfèrent faire un métier.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a des études qui ont prouvé que le mentorat va vraiment non seulement là, aider le jeune à persévérer à l'école, mais l'aider considérablement dans son choix de carrière. C'est un jeune qui sait un peu plus où est-ce qu'il s'en va être plus enclin là, à être intéressé et motivé à l'école. Bon. Qu'est-ce que c'est les bourses accroche-cœur? Alors, les bourses accroche-cœur, ce sont des bourses qui sont offertes à travers le Québec, donc 68 bourses de 500 $ qui sont offertes dans toutes les régions du Québec, 4 en Montérégie. Et c'est le fruit d'un partenariat entre Academos et la Fondation Québec Jeune. Donc, on en est à notre 4e édition cette année. Et ces bourses-là sont remises, en fait, à des jeunes qui se sont illustrés pour leur persévérance scolaire, pas pour leurs notes, là, mais vraiment qui ont surmonté des obstacles, qui ont fait preuve de détermination, de courage et tout ça. Donc, les bourses sont tirées au sort on va faire cette année en Montérégie le lancement de ces bourses-là à la polyvalente Chanoine-Racicot le 14 février prochain. Donc, ça sera le lancement, mais à l'intérieur des murs de la polyvalente. Oui, le lancement en Montérégie. Mais pour la Montérégie au grand complet. Tout à fait, bon. tout à fait. Quand on parle de persévérance scolaire, parce que là, bon, on parle beaucoup d'orientation et de mentorat et tout ça, mais pour arriver à cette étape-là, évidemment, on le sait, en cours de route, parfois au secondaire, il y en a qui quittent, il y en a qui reviennent, il y en a qui ont des difficultés, il y en a qui vont redoubler, il y en a qui vont revenir à l'école aux adultes. Bref, pour vous, la persévérance scolaire, ça se traduit de quelle façon? C'est quoi pour vous la persévérance scolaire? Pour moi, personnellement? Oui. Bien, écoutez, la persévérance scolaire, en fait, ça se traduit pour moi de façon individuelle pour chacun. Hein, le parcours d'un jeune n'égale pas celui d'un autre. Il y a des jeunes qui vont avoir besoin de prendre une pause dans leur parcours scolaire pour réfléchir puis se réaligner. Il y a des jeunes qui vont être en action puis qui vont avoir à changer de branche et tout ça. Mais en fait, la persévérance scolaire, c'est de poursuivre ses études, de poursuivre son cheminement scolaire jusqu'à temps qu'on ait les outils à sa disposition pour faire ce qu'on veut faire dans la vie, là. Et si c'est un DEP, bien, finir son secondaire 5 puis avoir accès, par exemple, à une formation professionnelle, d'avoir le choix de faire ce qu'on veut, de ne pas être limité finalement par notre échec scolaire ou notre abandon scolaire. Ce qui m'a beaucoup frappé dans plusieurs entrevues que j'ai faites sur le sujet, c'est que parfois les jeunes au secondaire, c'est comme s'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font là. Tu sais, en voulant dire, là, bon là, je suis en mathématiques secondaire 4, puis que je le réussisse ou que je ne le réussisse pas, qu'est-ce que ça va donner? C'est comme si les jeunes parfois ne réalisent pas que s'ils veulent faire tel choix dans la vie, bien, ils vont peut-être avoir besoin de telle ou telle matière, puis là c'est la cote R, puis bon, tout ce qui vient avec. Là. C'est parce que c'est pas concret pour eux. Non, mais c'est ça qui n'est pas concret. Ils se ramassent à l'université, puis là, ils se font dire, ah ben désolé, ta cote R est passée haute, finalement, tu ne pourras pas aller dans le bac de telle matière. C'est comme si, c'est ça, Ou pourquoi étudier ça en maths, ça va me donner quoi? Alors que le jeune qui, par exemple, j'ai un exemple... S'il sait pourquoi qu'il le fait. Ben oui, j'ai un exemple d'un jeune qui n'était pas bon en maths puis qui communiquait avec un mentor. Il voulait devenir pilote d'avion. Lui, c'était son rêve et tout ça. Puis il communiquait avec un mentor qui était pilote. Puis à un moment donné, dans la conversation, il lui demande, est-ce que c'est important les maths pour être pilote? Alors, le mentor, il a dit, bien, les maths telles que tu les connais, peut-être pas, mais il faut que tu saches compter, il faut que tu saches te débrouiller, il ne faut pas que tu te fies tout le temps, continuellement, sur tes instruments. Alors ça a comme donné la motivation aux jeunes pour dire, bien là, il faut que je les fasse, mes maths, il faut que j'aille jusqu'au bout. Il a trouvé la motivation pour le faire. C'est beaucoup ça, le mentorat, c'est d'aller chercher sa motivation intrinsèque, son objectif de carrière, de vie aussi, hein, qui va nous amener à trouver un sens à ce qu'on fait à l'école. Ouais. Donc, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est d'inviter les parents ou s'il y a des jeunes qui nous regardent en ce moment. Donc, www.academos.qc.ca. Donc, ça, c'est la porte d'entrée de votre plateforme web pour avoir accès, donc, à ces cybermentors qui vont peut-être vous aider à vous cheminer au niveau de votre parcours scolaire. Et comme le disait Madame, donc, ça s'adresse aux 14 à 30 ans. Donc, c'est parfois même si vous êtes au cégep, peut-être même à l'université, si vous avez encore des questions. Oui, on a des jeunes qui se réorientent et qui vont faire appel au cybermentorat pour les aider.
Bien, Mme Rouleau, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Est-ce que je peux, juste avant de terminer, allez-y. vous dire au personnel, aux intervenants scolaires, que s'ils ont des élèves auxquels ils pensent, qui se sont vraiment illustrés là, pour leur persévérance scolaire cette année, alors c'est ouvert aux élèves du secondaire et ils peuvent aller sur mabourse.ca pour mettre les candidatures en ligne là, dès le 10 février. Merci beaucoup. Merci. Et restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La Fondation Le Renfort Grande Ligne vous rappelle que c'est la 24e édition du souper gastronomique et c'est présenté au restaurant Le Samuel le jeudi 20 février. Pour information, allez sur le site Internet du Renfort. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente, dans le fond, des extraits des travaux du Conseil. Vous avez la grille horaire à l'écran ou encore sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ à prix en chaque semaine. En fait, et la carte pleine est à 2 000. Et sur tout le territoire des MRC au Richelieu et Rouville, il y a 35 dépositaires pour acheter vos livrets. Et pour connaître la liste, bien, tout simplement, allez sur notre site Internet ou vous téléphonez ici à la télé et on va vous donner le point de vente le plus près de chez vous. Télévision du Haut-Richelieu, voici donc nos coordonnées, 145 rue Richelieu. Donc, on est ici maintenant depuis le 1er juillet dernier, donc on a traversé de côté de rue. On vous rappelle également que pour me joindre, c'est toujours plus facile par courriel, ericlatour@commercial-tvhr9.com. Si parfois vous avez manqué les entrevues, elle se retrouve évidemment en format YouTube sur notre site internet tvhr9.com. Également, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou encore sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et également, le dimanche, on est en rappel entre 16h et 18h30. Prochain rendez-vous demain. Demain, on reçoit une jeune fille de Saint-Jean qui participe actuellement à un concours pan-canadien de design de mode.